La musique, qu'est-ce qu'elle apporte à l'image? Bah, déjà, elle une ambiance, ça c'est certain. Elle peut donner plein de sensations et de sentiments à l'auditeur. Bah, je prends juste, un exemple simple et efficace, c'est Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, on connaît tous les morceaux et puis le thème, et dès qu'il y a un requin qui arrive, ben, le thème arrive et il augmente crescendo jusqu'à, à ce que le requin morde. Mais si la musique n'était pas là, ça ne donnerait pas le même effet. On ne peut pas passer outre le mixage, hein. Alors, évidemment, les outils permettent que beaucoup de gens peuvent mixer. Après, c'est certainement le savoir-faire et puis le ressenti du mixeur qui va faire la différence, je pense. Pour le compositeur, je suis important, mais le film se déroulera pareil, hein. Alors, sauf si évidemment c'est une très grosse production où il y a énormément d'enregistrements d'orchestre et quelque chose d'énorme. Là, on ne peut pas se passer outre, hein, et là, le mixeur, il est très important au niveau de la musique. Peu de gens connaissent son métier, mais il est indispensable. L'ingénieur du son, double technique du compositeur, vient sublimer les bandes son de nos films et séries préférées. Pour finir cette série documentaire, c'est Rodolphe Gervais qui nous livre sa vision de cet acteur invisible, la musique à l'image. Artisan technique tant qu'artistique, il s'applique à sublimer le travail du compositeur tout en s'assurant qu'il sera d'excellente qualité, quel que soit le canal que nous utilisons, nous spectateurs. Un troisième opus qui vous présente des coulisses de cinéma sous un autre angle, celui des fréquences. Je m'appelle Rodolphe Gervais, je suis ingénieur du son. J'ai fait une école qui s'appelle la SAE, il y a en 95, je crois, 95-97, où je suis sorti dans les, on va dire, dans les 10% avec le diplôme. Après, j'ai fait beaucoup de concerts. Je suis parti en concert avec un groupe qui s'appelle Taras Bulba, qui a été pris par deux anciens des Négresses Vertes. C'était un groupe à géométrie variable. Alors, ce qu'on appelle géométrie variable, c'est qui veut vient. Donc, comme ça, c'était assez incroyable comme expérience. Donc, on a fait le tour de France, hein, évidemment, sur plein de concerts tous les week-ends. Après, j'ai commencé à connaître un compositeur de musique de film qui s'appelle Jean-Michel Bernard, avec qui, j'étais très jeune, hein, déjà, hein, je sais pas, j'avais 22 ans, hein, et du coup, il m'a demandé de faire son studio. Donc, ce que j'ai accepté, je savais pas si j'allais pouvoir le faire, mais je l'ai fait. En une semaine, j'ai réussi à refaire tout son studio, et du coup, je suis devenu entre guillemets son ingénieur du son maison, chez lui directement, où on a enregistré plein de choses pour les musiques de films, donc dont pour Michel Gondry, etc. Et un jour, il s'est passé que je me suis retrouvé à la place d'ingénieur du son chez lui pour une musique pour Ray Charles, parce qu'il était à ce moment-là arrangeur. Et du coup, on enregistre et c'est moi qui suis au piano et par le plus beau des hasards, je me suis retrouvé avec Ray Charles qui adorait les prises de son que j'avais faites, et qui bizarrement m'a super félicité, donc j'étais moi content évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que son manager, que Jean-Pierre Gross à l'époque, m'est venu me voir et puis m'a dit qu'il avait discuté avec Ray Charles et qu'en fait, il savait que je faisais du live, donc avec un gros big band. Il cherchait quelqu'un pour faire cette tournée. Donc il m'a dit ça t'intéresse de faire ta tournée? Alors évidemment, j'ai dit oui, tout en sachant pas ce qui allait se passer. Donc j'ai dit oui, mais en même temps, voilà, hein, je lui ai dit que j'étais juste un petit jeune qui faisait de la musique, hein, j'avais 24 ans. Après, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure, je faisais encore des albums, des concerts, parce que j'ai fait 3 ans avec Ray Charles, mais après, il y avait une autre vie, hein, après ça. Sur ma route aussi, grâce à Jean-Michel Bernard, j'ai rencontré Erwan, avec qui, depuis maintenant, comme on disait la dernière fois, une quinzaine d'années, on travaille ensemble. Pareil, j'avais fait peu de musique de film, à part avec Jean-Michel Bernard, mais Erwan a voulu qu'on essaye et ça a très bien matché. Mais on s'entend très bien, on n'a pas de conflit réel. L'ego, on arrive à pas en avoir trop, donc c'est pas mal. Et puis voilà, donc depuis, je fais que de la musique de film depuis une quinzaine d'années maintenant, une petite quinzaine d'années. On a littéralement les mêmes setups, quelque chose près. Oui, apparemment que c'est plus fait pour le mix et toi la composition, mais globalement. Oui, mais là on parle juste de la sortie du logiciel, mais dans le logiciel,
moi j'ouvre sa session, je lis tout, quoi. Tout est là, Les plugins. les plugins. Comme on n'est pas dans la même ville, on a un autre procédé qui est, moi je prends ta session, c'est un logiciel que je connais bien, donc je peux prendre la main sur des trucs, je peux aller changer des choses, je peux aller dire, bah tiens, je veux un peu plus de ça, un peu moins de ça. Alors, le travail qu'on a ensemble avec Erwan, ce qu'on fait, c'est que lui compose la musique. Moi, derrière, je la mixe. Ça, c'est la chose simple qu'on peut expliquer. Lui, il fait la musique, il crée une atmosphère de sa musique. Et moi, derrière, j'essaye d'augmenter encore plus l'atmosphère qu'il a mise et j'essaye d'aller dans sa direction, évidemment. Alors, des fois, j'y suis pas du tout, hein, ça peut arriver, mais, globalement, on arrive à être complémentaires là-dessus. Donc, moi, j'essaye plutôt de faire les choses, on va dire, techniques, même si il y en a plein qui diront que j'ai une patte de mixeur, certainement. Moi, je vois plutôt le côté aussi technique, c'est que je prends sa musique et je fais en sorte que ça sonne bien à une image et puis que ça rentre dans les tuyaux. Ça, c'est aussi assez simple hein, dans l'esprit, mais c'est tout un travail qu'il faut réussir à faire pour que globalement la musique s'entende bien, que le mixeur final qui fait le film ou la série puisse mettre la musique assez forte. Et donc mon travail à moi, c'est aussi de faire en sorte qu'on entende toujours les paroles. Donc je mixe la musique, je mixe après avec les paroles et voir si tout va bien. Donc voilà pourquoi on est complémentaires, c'est que lui, il fait sa musique, moi je mets ma couleur ou ma patte de mixeur et après je fais en sorte que ça passe dans les tuyaux. Alors par rapport à la maquette, ce qui se passe, c'est que Erwan donc compose à l'image, hein. Il a son process. Il propose. Alors, avant de proposer la maquette au réalisateur, la plupart du temps, il me la donne, même si c'est qu'une maquette, pour que moi je la mixe et pour effectivement éviter ce problème de repère après. Comme ça, moi je sais que j'ai mixé le morceau, on sait qu'il est mixé et que derrière, eh ben, moi je sais ce que je vais faire pour pouvoir réussir à ce que le réalisateur soit pas déstabilisé s'il y a l'enregistrement. Donc du coup, mon travail, c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que Erwan, il fait la maquette, la mixe, le réalisateur la valide ou pas d'ailleurs, hein, ou il valide le morceau ou pas. Et après, on fait les changements par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que va écouter le réalisateur, ça passe toujours dans le même. Après, l'histoire avec le réalisateur, c'est surtout de pouvoir faire en sorte que le réalisateur ne perde pas ses repères. Parce qu'il a entendu les maquettes, après il entend le final avec les enregistrements ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas il entend le résultat final, il ne faut surtout pas qu'on change les repères, surtout. Donc j'essaye que les sensations soient les mêmes. Alors pour le process avec les maquettes, ce qu'on fait c'est que donc lui, comme je te disais, il compose, donc avec tous ces synthés virtuels. Il me renvoie toutes les pistes séparées, on a une nomenclature pour ça. Donc chaque fichier a une nomenclature. C'est envoyé sur un serveur synchronisé qui est Dropbox. On a des terras et des terras de disques durs sur cloud. Et en fait, moi j'ai une notification quand je reçois les morceaux. Et du coup, moi je vais mixer directement toutes ces pistes. Donc comme je te disais, avec l'assistant, lui il va me faire les sessions, il me route tout. Je mixe, et après moi j'envoie les stems de tout ça, c'est-à-dire que c'est un regroupement de pistes pour que lui puisse les utiliser pour autre chose, ou même pour déjà être mixé pour le mixeur final. Donc comme ça, tout est déjà prêt pour le mixeur final, on a juste à lui envoyer, moi je fais une session Pro Tools, et voilà. Donc, et comme je te disais, c'était très militaire, c'est qu'on a une procédure où, bon maintenant on n'y pense plus parce que c'est comme naturel maintenant depuis le temps qu'on travaille ensemble, mais quand je reçois, il y a un nom bien spécifique, on a un tableau Excel où on a tout mis avec plein de formules dans tous les sens pour que tout se fasse le plus simplement possible et rapidement pour éviter de faire plus de clics. Donc on s'est pris beaucoup, je dirais beaucoup la tête pour pouvoir avoir un process maximisé pour aller vite, 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 vite. Donc la plupart du temps, tu vois, là, bon, je dois mixer aujourd'hui, mais hier, il m'a envoyé un morceau, il me dit: «Ah, tu peux me le mixer pour demain?» Je lui dis: «Ouais, pas de problème, c'est déjà fait», parce que l'assistant, il a reçu les morceaux aussi, parce qu'il est synchronisé avec le Dropbox. Il reçoit les fichiers, il les met,
et hop, il renvoie. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois que je mixe, les fichiers sont identiques. Imaginons que je mixe un premier morceau, il y a une modification dedans. Évidemment, Erwan me renvoie des pistes. Et bien ces pistes-là, pour lui, elles ont la même taille. Moi, je la récupère, elles ont donc les mêmes tailles. J'ai juste à ouvrir ma session, vu qu'il a pris les mêmes noms, d'accord? Alors, sauf si c'est une version différente, évidemment, on a des numéros de version. Et ben, moi, j'ai juste à écouter, voir si tout va bien. Et puis, j'ai plus besoin de mixer parce que ça a été mixé. C'est juste des petites modifs. Et donc, du coup, c'est la même taille. Et de son côté aussi, lui, s'il a utilisé les stems que j'ai fait, et ben, il n'a rien d'autre à faire que de rouvrir sa session et tout va se relinker pareil. Donc, comme ça, on a fait des procédures pour qu'on n'ait pas à se prendre la terre à dire on a pris la bonne version. Parce que par défaut, c'est la bonne version. Après, il peut y avoir des stars, hein, mais il peut y avoir des cailloux, mais voilà, c'est assez efficace. On utilise Nuendo. Et Nuendo, l'intérêt aussi, c'est que moi, j'ai exactement les mêmes plugs que lui, et évidemment inversement, et que vu que tout se passe sur le Dropbox, lui il récupère ma session. Si par exemple je mixe, après je suis pas dans mon studio ou je suis en train de faire autre chose, il a besoin de faire d'une petite modif, il n'a pas besoin de m'appeler en me disant « Hey Rodolphe, il faut que tu baisses le checker ». Et lui, il dit bon, je l'ouvre et puis je regarde. Et donc c'est lui qui va faire ses petites modifs de mix parce que il y a des intentions que moi je peux pas, je peux pas faire parce que je les connais pas, ses intentions à lui. Donc c'est lui qui va finaliser ou valider le mix. Alors soit il valide, soit il a des petites modifs. Il ouvre la session, il met et après, par contre, c'est moi qui fais les sorties pour être sûr, parce que je réécoute derrière pour être sûr que tout se passe bien à l'écoute. Voilà. Donc on a voilà ce petit échange constant et qui est maintenant voilà, naturel, hein. Il touche à une session, il a sauvegarde avec un numéro supplémentaire et on incrémente et puis voilà. S'il y a alors, typiquement, ce genre de morceau qui est un morceau beaucoup plus compliqué, qui est à la fois avec du groupe, de l'orchestre, plein de styles différents, voilà, où il y a vraiment des détails à jouer sur est-ce que je veux un peu plus de ça, un peu moins de ça, un petit peu plus de trucs. Donc, je fais mes trucs dans mon coin et après, je lui envoie. L'autre avantage de ça aussi, c'est que je travaille tout le temps sur les mêmes écoutes. Donc, c'est toujours une écoute que je connais, j'ai l'habitude, je sais comment ils réagissent. Lui, il travaille toujours sur son écoute, qui est une écoute qu'il connaît, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait qu'on a nos références personnelles en termes d'écoute. Et ça, c'est super important parce que moi, je l'ai vécu plein de fois. J'ai mixé aussi avec d'autres gens dans d'autres cas de figure où je vais en studio. C'est des écoutes que je ne connais pas. Et quand c'est une écoute qu'on ne connaît pas, eh ben, c'est plus difficile parce qu'on se dit, mais est-ce que ce que j'entends, c'est vraiment ce que j'entends ou voilà. Il n'y a pas de référence. C'est pas, j'ai pas forcément l'habitude. Alors, normalement, dans un studio, tous les studios au monde font en sorte d'avoir une écoute le plus droite possible pour que justement on soit pas trop perturbé. Mais malgré tout, moi, mon écoute est pas droite, par exemple. Donc du coup, je suis quand même formé par cette écoute-là. C'est vrai que les compositeurs maintenant utilisent beaucoup du virtuel, de ce qu'on appelle les instruments virtuels, et qui sonnent très très bien. Moi, mon travail là-dessus, c'est de prendre d'essayer de me rapprocher à chaque fois qu'on va enregistrer des cordes au studio. C'est que dès qu'on va enregistrer, moi, je vais essayer de faire toujours un AB. Ce qu'on appelle un AB, c'est écouter la maquette, écouter ce que j'ai en réel et augmenter la qualité, même si de toute façon c'est le cas. Mais à partir du moment où on a enregistré des vrais, on augmente la qualité et ça c'est indéniable. La seule différence, c'est que, encore une fois, c'est une question de repère de réalisateur. Le réalisateur a des repères, il trouvait que ça sonnait très très bien. Et du coup, avec les cordes, ça change la couleur, ça change l'air, ça change vachement de choses. Pour un exemple, ça nous est déjà arrivé que je mixe la maquette et que le réalisateur était super content de la maquette, de la musique, du mixage. Il était super content et il voulait absolument que ça soit ce morceau-là qui passe. C'était sur un film. Et là, on était super emmerdés. C'est que, on dit, bah oui, mais il y a des enregistrements. Ah non, 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 on fera pas d'enregistrement, c'est ce morceau-là comme il est. Non, enfin non. Et je me rappelle que j'ai été obligé de mixer un petit peu avec une pelle pour
pour le reste en tout cas du film, enfin rapidement, on va dire, pas comme une pelle, mais rapidement, pour que ça sonne moins, pas forcément super bien, quoi, super bien produit. Donc on a réduit la qualité des mixages de maquettes pour on aille enregistrer, parce que il y avait tellement un gap supplémentaire avec l'enregistrement de l'orchestre qu'on on pouvait pas laisser la maquette, quoi, c'était pas possible, quoi. Et donc, et heureusement, le réalisateur a accepté, mais c'était chaud. Donc c'est pour ça, on essaye toujours d'avoir maintenant, on essaie d'y aller doucement. En musique, moi, j'ai très peu de normes. Il y a le mixeur final qui a lui des normes de diffusion, et lui, il doit s'en tenir vraiment. Moi, je les ai pas. Par contre, j'essaye de m'adapter à cette norme. Je me dis, bon, ben, si le mixeur il est dans dans la même situation, moi, je vais me mettre dans la même situation de mixage. Parce que ben, ce serait dommage de faire très fort la musique, très compressée, et puis que derrière, le mixeur final, lui, il a ses normes, et puis ben, ça passe plus. Il va être obligé de mettre la musique très très basse pour qu'on puisse l'entendre, et puis que lui, sa norme ne soit pas dépassée. Donc je me mets dans la situation du mixeur final, et je mixe réellement comme si c'était je mixais entre guillemets le mix final, même si c'est pas le cas, hein, évidemment. Mais en tout cas, je me mets dans la même situation. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas trop de bas, les niveaux sont bien, que je sais que la plupart du temps, les mixeurs vont mettre la musique beaucoup plus basse, parce que l'idée, c'est pas d'entendre la musique, c'est quand même d'entendre les paroles et puis de la compréhension du programme. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mixe la musique, après je la mixe avec les paroles pour entendre correctement, voir s'il y a tout. Comme ça, le mixeur, lui, la plupart du temps, il n'a plus grand-chose à faire. Enfin, j'espère. J'ai pas eu de retour négatif, donc c'est que ça se passe bien. Pour ce qui est de la diffusion, c'est un petit peu une des questions que tu as posées tout à l'heure, hein. C'est comment gérer ce qui passe dans le tuyau. Alors moi, j'ai évidemment dans le studio, j'ai des grosses écoutes avec un caisson de basse, avec du 5.1, sauf que la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils écoutent, hein. Alors, quand je fais à l'image, j'essaye de pas trop écouter autre chose que sur mes enceintes, parce que c'est quand même le mixage final va se faire là-dessus. Mais le soir, régulièrement, enfin même quasiment à chaque fois, ce que je fais, c'est que vu que j'ai accès à un serveur, on a un serveur en commun, et sur mon téléphone, j'ai accès au serveur, donc j'écoute directement mes mix sur mon téléphone, avec mes AirPods, pour valider, parce que j'écoute beaucoup de musique avec mon téléphone, mais comme beaucoup de gens, les jeunes, sur les iPads, sur les iPhones, ils ont un casque, hein, maintenant, mes enfants, moi, ils savent pas ce que c'est qu'une paire d'enceintes presque, hein. Et du coup, ce que je fais, c'est voilà, je valide mes mix, et des fois, ça m'arrive régulièrement de dire à Erwan, bon, celui-là, l'utilise pas, je vais reprendre dessus, parce que, enfin, ça passe pas. Ça peut arriver. Sur les enceintes, ça passe très très bien, et puis sur l'écoute casque, ça passe moins bien, donc ben, je modifie pour que ça sonne sur les deux. Voilà. Après, c'est mes deux repères, on pourra en avoir plein, hein, mais comme sur un ordinateur, le seul problème d'un ordinateur, c'est qu'il n'y a pas de basse. Alors bon, on peut dire que tout passe. Alors pour ce qui est du temps de travail, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas me fatiguer les oreilles. Parce que on pourrait dire, les gens travaillent 8 heures par jour, 7-8 heures par jour. Et pour moi, écouter 8 heures par jour à un niveau sonore énorme, je peux pas. J'essaye de me préserver, c'est mon outil de travail, donc j'essaye de travailler, surtout quand c'est des productions longues où je travaille tous les jours, et puis c'est tendu parce qu'on a des deadlines à respecter, etc. Donc, mais j'essaye quand même de respecter une écoute à peu près de 6 heures et avec 1 heure de pause. Ça veut dire qu'en gros, je mixe 5 heures. Alors, ce qui est pas beaucoup en soi, mais moi je pense que c'est le temps qu'il faut à mes oreilles pour se reposer. Les autres heures qui me restent, c'est pas que je travaille pas, c'est que j'ai besoin de faire des sorties, j'ai besoin de faire des mises à plat avec l'image. Donc la mise à plat, ça me demande pas un effort extraordinaire, donc ça passe, donc je peux faire ça. Mais vraiment concentré et au mixage, c'est 5 heures par jour à peu près, j'essaie. On veut que ça soit parfait, donc avec Erwan, on essaie que ça soit vraiment parfait à ce qu'on a envie de donner. Et après, plein de gens peuvent dire j'aime pas le mix ou j'aime pas la musique, ça c'est encore différent, hein. C'est juste des ressentis. Moi, on essaie de faire au mieux, et puis voilà.